Les rêveuses. Les rêveuses. Podcast. Vous écoutez le podcast des rêveuses. C'est un podcast qui accorde aux rêves oniriques, ceux qu'on fait la nuit, une place aussi importante que la vie qu'on mène à l'état de veille. Nous sommes Mimi Sao Et Zoé Cléopatra. Dans ce podcast, on t'emmène à la rencontre de personnes que le rêve inspire dans leur pratique professionnelle et dans leur vie au quotidien. Bonne écoute. Edmé Denat est une exploratrice de l'intuition. Elle utilise au quotidien ces techniques pour faire le lien entre l'invisible et le monde matériel. Dans cet épisode, elle nous raconte comment recevoir des réponses aux questions que l'on se pose et quels sont les canaux privilégiés pour accéder à ces réponses. Quels sont les différents types de rêves? Et elle nous en dit un peu plus sur les états modifiés de conscience. Bonjour Edmé. Bonjour. On est très heureuse avec Zoé de te rencontrer et de pouvoir réaliser cette interview aujourd'hui avec toi. On t'a découvert avec Pluriel, le podcast que tu as créé. On trouve que ton profil est hyper intéressant parce que tu es executive coach, tu es hypnothérapeute et thérapeute holistique aussi. Et on a trouvé que dans ton podcast, tu abordais des sujets qui nous tenaient à cœur et qui nous parlaient, notamment liés à l'intuition. Et le rêve, a priori, est quelque chose aussi qui t'inspire. Et pour cette saison 2, on avait envie d'aller à la rencontre de personnes comme toi qui utilisent le rêve dans leur pratique. Dans le podcast Pluriel, tu te décris comme une pragmatique sensible. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça signifie ? Déjà, merci pour l'invitation. J'ai mon chéri qui me disait ce matin, mais t'es autant artiste, créative que hyper rationnelle. Et bien c'est ça, c'est vraiment, j'ai les deux côtés en moi. Un côté qui est hyper structuré, hyper organisé, hyper dans la planification, dans le rationnel. Et l'autre côté qui est plus créatif, qui est plus rêveur, qui est plus connecté au sensible. C'est ça. On va dire par adaptation à mon environnement, depuis que je suis toute petite, j'ai dû être pragmatique pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir créer un avenir, pour pouvoir m'occuper de moi-même et de mes proches. Mais j'ai toujours eu cette partie qui était connectée à quelque chose de plus grand que moi, qui était connectée à quelque chose que je ne définissais pas et qui m'inspirait. C'est ça, être pragmatique sensible. Savoir les deux côtés. Qu'est-ce que tu fais de ce pragmatisme sensible, puisque dans l'introduction, je l'ai nommé ce que tu faisais. Est-ce que tu voudrais nous en parler pour qu'on puisse comprendre ? Oui, avec plaisir. Alors déjà, toutes les dénominations sont assez enfermantes. Donc je les mets parce que je dois avoir un profil LinkedIn et parce que je dois aussi avoir une fenêtre sur le monde et c'est plus rassurant pour les gens de me mettre dans une case. Mais en vérité... executive coach, thérapeute holistique, pragmatique sensible, tout ça, ça veut tout et rien dire. Moi, je suis une accompagnatrice de l'âme, mais en même temps, j'accompagne les individus aussi dans les entreprises. Voilà. Donc, j'ai deux amours. Mon premier amour, c'est accompagner vers la guérison, mais mon autre amour, c'est aussi l'entreprise et le business. Et donc, j'accompagne sur les deux. J'essaie d'accompagner les gens à être alignés dans toutes les circonstances, que ce soit au travail comme dans leur choix de vie. Et pour moi, le travail, c'est aussi un choix de vie. Je trouve très intéressant, c'est que tu as une vision des choses qui est englobante et je trouve qu'on a souvent tendance à voir les choses de manière manichéenne. Je sais pas ce que tu en penses, Zoé, aussi par rapport à cette question, que les choses sont soit noir ou tout blanc, et qu'en fait, c'est possible d'épouser plusieurs aspects, et toi, tu as l'air d'être au clair avec ça. Je ne sais pas si je suis au clair avec ça, mais en fait, c'est qui je suis. Donc au bout d'un moment, j'ai dû accepter que à la fois, j'avais été élevée dans une famille chrétienne, et à la fois, j'avais des ancêtres en fait, qui avaient des cultures animistes. Donc les deux sont un peu schizophréniques. J'ai dû accepter que je croyais en Dieu et en même temps l'ésotérisme ça m'attirait,
que j'avais un côté très traditionnel et qu'en même temps j'avais envie d'être tatouée comme Lil Wayne. Donc tu vois, il y a un moment, tu te dis, bon, bah, on va pas choisir, hein. On va continuer la vie comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je me retrouve autant accompagnée sur la guérison que sur le business, parce que je me suis dit, pourquoi choisir ? Et tu vois, je pense que il n'y a pas longtemps, j'ai découvert que j'étais multipotentiel, c'est-à-dire que c'est les gens qui me le renvoyaient, ils me disaient, ah, mais tu peux faire, en fait, tu aurais pu faire plein de métiers. D'ailleurs, j'ai fait plein de métiers. Et je suis attirée par plein de choses. Et je peux aller dans les choses en profondeur. Puis des fois, je me lasse, je passe à autre chose. Et c'est OK, en fait. Donc, dans un monde où on te demande toujours de choisir ton camp en politique, de choisir tes goûts, tu vois, de faire des choix définitifs, d'être dans la dualité, bah, moi, j'ai décidé que c'était non. C'était juste l'expérience. Tu vas, t'essayes. Et puis ton inspiration, les rêves, justement, vont te guider vers une autre expérience qui est ni meilleure, ni moins bonne. En fait, c'est juste l'expérience de la vie. Puis il y a quelque chose qui se construit comme ça, et puis tu te découvres, et tu contribues aussi au collectif. Et voilà. Et puis un jour, tu te sens tout à fait aligné, ça te nourrit, tu nourris les autres, et puis tu continues. Alors justement, tu parlais du rêve à l'instant. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Alors, le rêve, qu'est-ce que ça m'inspire ? Je trouve que la question est étrange. Le rêve, je te dirais, m'apporte des informations. Est-ce que c'est ça que tu entends par inspirer ? Oui, par exemple, peut-être j'aurais pu préciser. Qu'est-ce que le rêve pour toi et quelle est la place qu'a le rêve dans ta vie ? Alors, avant de te rencontrer, je m'étais jamais posé la question, qu'est-ce que le rêve pour moi ? Mais je sais que je me suis toujours dit, en tout cas, que ça m'apportait des informations. J'ai toujours été très attentive à mes rêves. Pourquoi ? J'en ai aucune idée. Je me suis aperçue à un moment que je canalisais par mes rêves, où j'avais des réponses, on va dire, de Dieu par mes rêves à des questions que je posais, soit après avoir prié, soit après avoir jeûné, vraiment dans des moments où je me posais des questions existentielles, des moments charnières, j'ai eu des réponses dans mes rêves. Par exemple, au moment de ma reconversion, je me rappelle avoir posé très clairement la question à Dieu, est-ce que je dois me reconvertir ? Est-ce que je dois quitter cet emploi qui est très très bien payé ? Parce que j'étais très stressée dans ma relation à l'argent, je venais d'avoir un enfant, j'avais un prêt immobilier, un poisson rouge, un mari, un Doberman. Et donc, comme toute bonne citoyenne française, on se dit mais on va perdre tout ça, mais que va-t-il se passer ? Ça va être horrible. Donc je me suis dit, je vais poser la question au grand patron, et il m'a répondu en rêve, où j'ai vu très clairement que je ne devais pas m'inquiéter, qu'il allait y avoir des hivers, mais que moi j'allais être à l'abri. Et j'ai vu que mon bureau serait dehors, et puis après que mon bureau serait chez moi. Mais ça, c'était avant le Covid. Et je n'ai pas bien compris, je me suis dit, c'est bizarre, mon bureau va être dans un nouvel appartement que je vais acheter. Et puis un an après, il y a eu le Covid, et je me suis dit, en fait, je travaille de chez moi, mon bureau c'est chez moi, parce qu'on était confinés. Donc voilà, c'est un exemple de comment on peut avoir une information qui est très précise. Et quand je me suis levée, j'ai eu un sentiment de paix, de sérénité, de certitude sur ce que je devais faire, qui n'est absolument pas rationnel. Donc si quelqu'un m'avait demandé d'expliquer pourquoi tu démissionnes, comment tu es sûr que tout va bien aller, c'est un peu difficile de répondre, je l'ai vu dans mon rêve. Mais pour moi, c'est exactement ça. Et ce qui change, c'est vraiment ce sentiment de paix, de sérénité que tu peux avoir quand tu te réveilles avec un rêve où tu as canalisé un message, où tu sais que tu as eu une réponse. Donc après, il y a différents types de rêves, mais en tout cas, il y a des rêves comme ça où tu as des réponses. Pour les gens qui souhaitent développer une intuition, leur intuition, c'est de poser une question avant de s'endormir et de demander à avoir une réponse. Et là, vous allez avoir, dans les jours qui suivent, des réponses souvent dans les rêves, qu'il va falloir décoder. Les messages que vous allez avoir dans les rêves, ils sont propres à vous-même. C'est-à-dire que si vous les racontez avec quelqu'un, la personne ne va pas forcément comprendre et ne va pas forcément les décoder. Parce que vous allez avoir des symboles et vous allez aussi avoir un ressenti du rêve qui est différent d'un rêve, on va dire, lambda.
Donc il n'y a que vous qui allez pouvoir le décoder, il n'y a que vous qui allez avoir ce ressenti. Moi, ma manière de faire, c'est que comme je suis croyante et que j'ai ce lien, en tout cas je ressens cette connexion avec Dieu, c'est toujours à Dieu que je m'adresse, à qui je pose la question, et quand c'est une question qui est très importante, je jeûne. Donc je jeûne plusieurs jours, où je vais faire des prières et je vais demander à avoir des réponses. Et donc souvent, quand ça se passe, après je fais un rêve. Après il n'y a pas de délai, c'est pas... Alors, des fois, c'est quand même prière express dans le sens où tu as une réponse très très rapide. Tu dis « Ah, waouh !» J'ai une réponse très rapidement. Et puis des fois, ça va être dans la semaine qui suit. Mais généralement, c'est très clair. Le rêve dont je te parle était très clair. Et surtout, ça va avec un sentiment de paix, de sérénité, d'apaisement, de confiance. Un ressenti intérieur qui est vraiment très très fort en fait. Très très fort. Je sais que tout le monde n'est pas croyant dans les auditeurs, donc c'est pour ça que je vous dis que pour ceux qui veulent développer leur intuition, c'est aussi juste poser la question et demander à avoir une réponse et puis observer ce qui se passe. Après, quand on pose la question comme ça, juste pour développer son intuition, ça peut venir par les rêves, mais ça peut venir sous d'autres formes. Ça peut venir dans notre quotidien, quelqu'un qui nous apporte une réponse alors qu'on ne lui a pas posé de question. Ça peut venir sous forme de synchronicité, de messages qu'on va observer autour de nous. Donc, on a toujours des réponses à nos questions finalement, mais est-ce qu'on s'est regardé ? Ça, je ne sais pas. Je t'en parlais tout à l'heure. On est tellement surstimulé que on a du mal à capter les informations qui sont autour de nous. Mais en vérité, je pense qu'on est toujours connecté à ce champ, un champ collectif. Il y en a qui l'appellent le champ quantique, il y en a qui l'appellent la source, il y en a qui l'appellent les annales akashiques. Et en fait, tu as toutes les informations tout le temps. Donc si tu sais même pas capter les informations, mais les décoder et ouvrir les yeux, tu as accès à tout ça. Oui, tu as raison et ça fait écho à tes pratiques. Toi, tu travailles sur les états modifiés de conscience. Donc effectivement, le rêve en est un, mais il y en a d'autres. Est-ce que tu as envie de parler de ces différentes pratiques ? Oui, avec plaisir. Alors, faut savoir qu'à la base, moi, je me suis pas dit je travaillais avec des états modifiés de conscience. Mais c'est vrai que j'avais toujours... pendant la journée, comme ça, je m'évadais. Je pensais à autre chose. Et puis, j'imaginais des scènes comme ça. Donc, je pense que déjà, j'avais une petite propension à être dans des états de conscience modifiés sans prendre de substances comme ça. Bon, je le racontais à personne, je pense que c'est la première fois que je le dis. Ou par exemple, on est dans une scène comme ça, puis moi j'imagine un autre truc. Je faisais souvent ça. Voilà. Ensuite, j'ai été attirée par l'hypnose, mais j'avais peur de pratiquer l'hypnose, j'avais peur de me former à l'hypnose, parce que pendant ma formation à HEC Paris, pendant un exercice, il y a quelqu'un qui m'a mis dans un état de transe et je suis restée coincée dans l'état de transe. Okay. Bon. Globalement, c'est ça. Je ne suis pas restée coincée vraiment très longtemps, mais ça a réveillé un trauma. Du coup, j'associais l'hypnose à quelque chose de traumatique. Or, ça n'a rien à voir. C'est juste que quand l'inconscient est prêt, il relâche des informations et c'est à ce moment-là que l'information est sortie, mais ça n'a absolument rien à voir avec l'exercice d'hypnose que je pratiquais. Et puis, je suis partie en thérapie pendant plusieurs années et finalement, l'hypnose m'a rappelé. Et sans le savoir, moi, avec mes clients, j'utilisais des exercices de sophrologie, de détente. Et j'ai capté un moment qu'ils partaient en transe, que je les mettais dans des états d'hypnose. Des personnes qui étaient hyper rigides, des profils d'ingénieurs, d'avocats, des gens qui n'avaient pas beaucoup de lâcher prise, ils partaient en transe. Et puis, pour les faire sortir, je me disais... mais en fait, ils ne sont pas juste dans un état de relaxation. Là, ils doivent être en transe. Seulement, moi, je n'avais pas la technique pour les ramener. Et là, je me suis dit, bon, quand même, il faudrait se former à l'hypnose. Et les gens, quand ils se réveillaient, ils me disaient, oh, mais c'était super, cet état, qu'est-ce que c'est ? Je dis, oh, c'est juste un exercice de relaxation. Ils me disaient, mais ta voix, il y a quelque chose dans ta voix qui nous emmène, il y a quelque chose de guérisseur, etc. Je me dis, oh, d'accord, ok, moi, très naïve. Et puis, je me suis formée à l'hypnose. Et quand je me suis formée à l'hypnose, c'est l'hypnose spirituelle qui m'a appelé en premier.
Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait, parce que forcément, je faisais partie d'une communauté chrétienne. On me dit, mais alors, c'est de la sorcellerie, vraiment, c'est démoniaque, l'hypnose spirituelle, il y a une très très mauvaise image. Et donc, j'étais un peu toujours comme ça, dans une relation... on va dire, j'étais bipolaire spirituelle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Un peu une relation schizophrénique. Ah, qu'est-ce qui se passe? Moi, je sens que je peux aider les gens, que je me sens alignée à quelque chose de très lumineux, mais on me dit que c'est quelque chose de très noir. Et puis, voilà, il y a quelque chose qui m'appelait, mes clients me rappelaient, mais est-ce que tu fais de l'hypnose spirituelle? Non. Ah, ok, pourquoi? Et puis, quand je me suis inscrite, finalement, j'ai eu peur. Donc j'ai fait de l'hypnose normale, l'hypnose ericksonienne. Je suis devenue praticienne en hypnose ericksonienne. Et après, ça m'a rappelé. Donc je me suis formée à l'hypnose spirituelle. Mais tu vois, il y a des choses où j'ai dû surmonter des blocages. J'ai pas voulu travailler sur les états de conscience modifiés. Et le fait de travailler de commencer à avoir des clients, de pratiquer l'hypnose, après de faire de l'hypnose spirituelle, ça a ouvert plein de portes au niveau de l'intuition. J'ai commencé à rêver plus aussi. À me connecter, je pense, à d'autres connaissances que je pense que j'avais déjà, parce que j'ai commencé à beaucoup plus canaliser, c'est-à-dire que dans les protocoles d'hypnose, quand tu es praticien en hypnose, tu as des protocoles qui sont déjà faits, mais au bout d'un moment, tu peux inventer des protocoles pour amener les gens en fait, à débloquer des choses à l'intérieur d'eux-mêmes. Et je me suis rendu compte que des protocoles que j'écrivais existaient déjà dans des bouquins un peu ésotériques, etc. Je me suis dit, c'est étrange. c'est étrange. Bon, je les ai pas vus, je connais pas ces bouquins, je connais pas ces auteurs. Donc tu vois, ça a débloqué quelque chose. Et ensuite, je me suis formée à des pratiques qui sont beaucoup plus intuitives, comme les annales akashiques, comme le remote viewing, où là, vraiment, tu fais de la vision à distance. Tu utilises vraiment ton intuition pour des trucs qui sont très pragmatiques, comme des consultations business, comme comprendre ce qu'il y a sur un lieu à l'aveugle, donner ton ressenti sur quelque chose à l'aveugle, voilà. Je sais pas encore une fois si je me suis un peu perdue là, je pense. Non, mais pas du tout, mais c'est hyper intéressant et aussi très intriguant parce que... Alors bon, l'hypnose, je connais. Par contre, les annales akashiques et le reviewing, c'est ça? Remote viewing. Le remote viewing, ça ne me parle pas, donc je veux bien que tu en parles. Alors, les annales akashiques, c'est un peu ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Il y a une sorte de champ collectif qui est au-dessus de nous, un peu comme une bibliothèque où il y a toutes les informations. Donc toutes les informations de tous les espaces-temps. Donc ça veut dire déjà il n'y a pas de linéarité du temps. Voilà, donc c'est quand même un présupposé. Et tu as, on va dire, un livre qui correspond à ta vie de maintenant et toutes tes vies. Il y a toutes les potentialités qu'il y a pour toi dedans. Je dis potentialité parce qu'il n'y a pas de déterminisme. Si tu changes quelque chose dans l'énoncé, il y a une autre potentialité qui se crée. Mais il y a tous tes talents, tous tes apprentissages, tous tes blocages. Ce qu'on appelle le karma, ça peut être retracé un peu dans ce livre en fait. Et donc, quand tu fais des annales akashiques, tu vas lire ce qu'il y a dans le livre collectif. Donc tu as accès au livre collectif de ton pays, de ta famille, d'un collectif d'entreprise si on te le demande, ou de toi-même. Voilà. Et généralement, par déontologie, tu ne vas pas ouvrir les annales de quelqu'un. Voilà, parce que c'est une pratique spirituelle, donc il faut toujours une autorisation. Et tu vas chercher des informations. Dans cette pratique intuitive, par exemple, quand je me suis formée, ça fait plus d'1 an, j'ai vu que je devais développer le podcast, d'autres médias, que je devais développer le format vidéo, mais surtout que le soin prendrait le pas sur mon activité. Et c'est pour ça que j'ai créé une deuxième société qui s'appelle Pluriel PCT, Podcast and Therapy. On est dans le cabinet aujourd'hui. Et j'ai vu dans ce livre que tout passerait par le soin. Or, le soin aujourd'hui, ce n'est pas 80% de mon activité. Moi, j'ai plus une activité où j'accompagne sur le pro, la reconversion, etc., mais de manière holistique. Donc voilà le type d'information que tu peux voir. Après, les gens, quand ils viennent me consulter, ils me posent souvent des questions par rapport à soit leur business, soit par rapport à leur mission de vie, soit par rapport à des blocages au niveau des relations amoureuses, des blocages par rapport à leurs relations à l'argent, etc. Et je vais leur donner des indications sur ça. Les informations que je canalise dans leurs annales akashiques. Par déontologie, je ne réponds jamais à des questions par oui ou par non. C'est toujours des questions qui sont ouvertes.
pour que la personne garde son leadership, son discernement et aussi son autorité en fait, son pouvoir sur sa propre vie. Donc voilà, mais il y a des informations qui sont très très précises. Par exemple, il y a des gens qui m'ont posé des questions sur leur offre. J'ai pu voir des fois que leur offre elle devait être en 3 parties, qu'il y avait ça, etc. Donc je dis ce que je canalise. Il y a des personnes qui m'ont posé des questions sur des blocages professionnels. Je les ai vus faire par exemple une autre activité auxquelles elles avaient déjà pensé. Et tout ça, c'est des informations que je récolte à l'aveugle. C'est-à-dire je ne connais pas la personne, je n'ai pas vu son compte Instagram, je sais juste son nom, son prénom et je demande son métier. Voilà. Mais des fois, c'est des informations qui n'ont rien à voir. Donc ça demande d'avoir beaucoup de lâcher prise parce que du coup, des fois, tu captes des informations et tu te dis mais ça n'a aucun sens pour moi, mais pour la personne, ça en a. Et donc, les informations, elles arrivent sous forme d'imagerie mentale, de pensée, mais aussi beaucoup à travers le corps, c'est-à-dire quand je fais une consultation, je vais dialoguer avec toi, je vais te donner des informations, mais je peux ressentir des choses à travers mon corps. Donc des blocages. Des fois, ces blocages traduisent des tensions qui sont dans le corps immédiates de mon interlocuteur, ou des mots qui sont liés à des choses qu'on parle. Donc ça peut être des mots qui ont été créés chez les parents, par rapport à un nœud qu'on est en train de dénouer, ou par rapport à une problématique dont on parle. Voilà. Donc ça, c'est pour les annales akashiques. Le remote viewing, c'est une technique qui a été inventée pendant la guerre froide par les Russes et les Américains. Ils ont pris des groupes d'intuitifs. Ils se sont aperçus que, pareil, on pouvait se connecter à ce champ qui est au-dessus de nous, d'informations, parce que toutes les informations sont accessibles, et qu'on pouvait récolter des informations à l'aveugle. Donc eux, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est qu'ils disaient « Ah, en fait, ils cachent des bombes à un endroit de leur pays. » Donc on a donné des cartes à des intuitifs, en leur donnant des géolocalisations, et en leur disant « Voilà, qu'est-ce qu'il y a à cet endroit ?» Parce que techniquement, sur la carte, il n'y a rien, mais nous, on pense qu'il y a quelque chose. Et quand on fait du remote viewing, on est capable de dire, en fait, s'il y a une activité, quelle est la forme de ce qu'il y a à cet endroit. Est-ce que c'est une activité avec des hommes? Est-ce que c'est une activité industrielle? Est-ce que c'est une activité commerciale? Qu'est-ce que font les gens? Donc on ne va pas dire, par exemple, c'est une tour Eiffel, mais par contre, on va dire, alors c'est quelque chose qui est très haut, qui est triangulaire, qui est ferreux, qui a cette couleur-là. Il y a des trous, il y a des hommes qui passent au-dessous, il y a des hommes qui travaillent dedans, il y a une activité qui est commerciale, etc. Et donc, c'est un truc à la base qui a été quand même inventé par les militaires, donc c'est assez fabuleux, et ça permet d'avoir des informations à l'aveugle sur quelque chose. Et là, on est dans de la pure intuition. Sauf qu'il y a une école en France qui a modélisé en fait cette technique de vision à distance. Et donc, pour les intuitifs comme moi, c'est contre-intuitif parce qu'on apprend à utiliser son intuition, mais de manière pragmatique, pour collecter des informations. Voilà, donc c'est très déstabilisant au début, mais c'est assez fabuleux. Et aujourd'hui, je m'en sers pour les consultations business, par rapport à un devenir d'une prestation, pour développer, par exemple, s'il y a quelqu'un qui me questionne sur une tendance ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais on pourrait s'en servir pour n'importe quoi, en fait. Voilà. C'est génial, c'est génial parce que en fait, on n'imagine pas tout le potentiel que permet l'intuition et tu nous racontes de sacrées choses. Est-ce que Zoé, j'ai pas vu si tu avais des questions jusqu'à maintenant, tu as... Une question par rapport à cette technique. Comment est-ce que tu fais pour te connecter au lieu et comment tu fais pour voir les choses? Est-ce que c'est en te rendant sur le lieu? Est-ce que c'est en regardant le site internet ou un compte Insta par exemple? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus s'il te plaît? Alors c'est une bonne question et quelque chose que j'ai pas précisé, c'est que le remote viewing, c'est de la vision à distance à l'aveugle. C'est-à-dire que tu ne dois pas avoir d'informations. Donc là par exemple, tu me donnais le cas où est-ce que je peux regarder un compte Instagram et savoir si l'entreprise va dans la bonne direction? Je peux, mais c'est pas avec une technique de remote viewing. Parce que le remote viewing, ça serait de me dire, ok, comment, on me pose une question à l'aveugle, comment va avancer ce business? Décris-moi le business de cette personne dans 2 ans. Dans le meilleur des cas. Et donc moi, je ne connais pas la personne, je ne connais pas son compte Instagram, je ne connais pas les services qu'elle propose, elle peut travailler dans l'industrie, dans la restauration, etc. Mais je peux être capable de décrire sa clientèle.
Ou pas, parce que si elle a plus de clientèle, si elle a déposé le bilan, elle a plus de clientèle. Donc je peux décrire des trucs vides, tu vois. Mais le remote viewing, c'est vraiment à l'aveugle. Moins tu as d'informations, plus tu es efficace. Et c'est ça qui est beau. Quand tu t'entraînes, en fait, tu as un analyste qui va te poser des questions précises, qui lui sait quel est l'objet de la demande. Donc on travaille toujours en fait à trois. Il y a un demandeur, il y a quelqu'un qui pose les questions et il y a quelqu'un qui travaille à l'aveugle. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Et j'ai oublié de vous dire que je travaille avec un groupe d'intuitifs avec qui j'ai été formée. Donc en fait, on fait des consultations comme ça, on fait des paris sportifs aussi. Les annales akashiques, ça me fait penser aussi à... c'est Jung qui a cette idée-là, c'est-à-dire qu'à l'inverse de Freud qui considère que l'inconscient est dans la tête, lui a soutenu cette idée qu'en fait il y avait aussi un espace, comme tu décris, comme les annales akashiques, du grand tout auquel on accède, et notamment dans les rêves. Ce que je trouve très intéressant, je pense aussi comme toi qu'il y a plusieurs catégories de rêves, et que certains sont des messages et on a l'impression qu'ils viennent vraiment peut-être de ce grand tout, enfin de quelque chose de plus grand. J'avais une autre question pour toi. Oui, en lien avec quelque chose que tu avais dit dans un de tes podcasts par rapport à la conscience qui n'était pas dans le cerveau, c'est ça ? Oui, parce qu'en fait, il y a deux thèses qui s'opposent sur la conscience. Et il y a une thèse qui est très répandue, qui est la thèse matérielle, qui est la thèse de la plupart des gens, qui disent que notre conscience est logée dans notre cerveau. Ce qui fait que quand notre cerveau, cérébralement, si on n'est plus là, on n'a plus de conscience. En réalité, l'homme n'a jamais pu le prouver. On ne sait pas ce qui se passe. Quand un électroencéphalogramme est plat, on est incapable de dire où va la conscience ou si la conscience s'arrête. Et de plus en plus, il y a des personnes qui ont commencé à témoigner, qui ont eu des EMI, dont des expériences de mort imminente, et qui sont revenus dans leur corps et qui ont dit non, moi je me suis vu en dehors de mon corps, j'ai vu des gens me réanimer, je me suis approché d'une lumière, j'ai touché un amour qui est inconditionnel, et puis après je suis revenu. Et donc là, il y a des scientifiques au niveau de la physique quantique qui ont commencé à se dire mais en fait cette personne a été cérébralement morte et finalement elle a des souvenirs, ce qui veut dire que notre conscience, nos souvenirs, nos apprentissages ne sont pas liés à notre corps physique. Et donc on a commencé à émettre cette thèse. Et aujourd'hui on a deux qui s'opposent, donc après à vous de voir ce que vous avez envie de croire. Mais c'est comme l'inconscient, tu parlais de Jung et de Freud avec l'inconscient et l'inconscient collectif. Aujourd'hui, on sait, c'est plus à prouver, que notre personnalité, elle est basée sur les 5% de conscient, 95% d'inconscient. Notre personnalité et nos prises de décision. Donc ça, c'est une réalité. Et dans l'inconscient, il y a aussi l'inconscient cognitif. Donc à la fois l'inconscient, Freud disait, c'est du refoulement. Il y a une partie de refoulement, c'est-à-dire des choses qui sont inacceptables pour nous, qu'on n'arrive pas à accepter consciemment. Il y a nos peurs, tout ce qu'on refoule. Et à la fois, il y a tous nos apprentissages qui ne sont pas du tout des peurs. Donc par exemple, tu sais conduire, tu sais nager, tout ce que tu as appris dans cette vie et potentiellement tout ce que tu as appris dans d'autres vies. Ce qui fait que des fois, il y a des sortes de réminiscences où tu sais faire des choses, où tu fais très facilement des choses sans les avoir appris. Et c'est là où ça devient intéressant de jouer avec les états de conscience. Parce que plus tu vas dans des états de conscience qui sont modifiés, donc le rêve, c'est la voie qui est accessible pour tout le monde, parce que quand tu rêves, tu te connectes à ton inconscient, plus tu peux aller toucher à ces apprentissages, à cet inconscient cognitif, où tu as tous tes talents, où tu as des choses qui sont dormantes, mais qui sont bien là en toi, et que tu as juste besoin de réactiver. Des fois, ça peut surprendre, voire faire peur, je trouve, parce que il arrive qu'il y ait des messages qui soient
fort, ou alors qu'il y ait des rencontres carrément qui soient inattendues. Moi, ça m'est arrivé, j'en parlais dans un podcast récemment, de faire une rencontre, justement quand j'étais sur le chemin de Saint-Jacques. Alors il y en a eu 3. Il y a eu d'abord avec l'esprit de la forêt, parce que moi, je considère comme étant l'esprit de la forêt, puisque donc j'étais près d'une rivière dans mon hamac. Et puis là, je me suis vue dans cet environnement qui d'un coup s'est déplié comme pour se mettre en volume, comme s'il était à plat au départ, il s'est mis en volume. Et après, il y a eu un visage en bois, avec les yeux bridés, et qui était juste face à moi. Il y a eu une sensation énorme au niveau du plexus. Et j'ai senti comme un sentiment d'expansion, et au réveil, je me suis dit, j'ai rencontré l'esprit de la forêt. Et après, il y a eu 2 autres personnes. Une autre que j'ai rencontrée en chemin le lendemain. Ça a été assez troublant. Je vois un homme, pareil, même sensation, c'est-à-dire qu'il arrive au milieu. Et à ce moment-là, ça m'a fait peur, parce que je ne savais pas qui c'était, mais en fait, le lendemain, je l'ai rencontré sur la terrasse. Et à mon retour, à Marseille, un autre homme, où là, que je n'ai pas pu identifier, que je n'ai pas rencontré dans les jours d'après, mais vu que j'étais un peu consciente, j'ai détourné le regard, parce que ça m'a fait très peur. Et depuis, j'ai pas fait de rêve à nouveau comme ça. Et voilà, c'est pour te dire que parfois ça peut renvoyer à des sensations très désagréables. L'important dans ce que tu viens de décrire, c'est qu'est-ce qui te fait peur, parce qu'en soi, après l'esprit de la forêt, c'est quelque chose que tu connais pas, donc tu peux dire c'est pas une forme humaine, voilà, mais ça avait pas l'air d'être si désagréable que ça. Les 2 hommes après, j'ai l'impression que ce qui t'a perturbé, tu me diras si je me trompe, c'est en fait de les avoir vus, de pas les connaître et que tu les vois dans la réalité. Donc c'est juste perturbé d'avoir des informations qui sont pas sous ton contrôle. Mais là, tu as juste capté des informations dans le champ, sauf que toi, comme peut-être 99% des gens, on a l'habitude d'être dans une conception du temps qui est linéaire, on se dit on peut pas voir des choses avant. Mais en fait, les choses se passent pas avant, tout se passe en même temps. Tu as juste capté des informations qui sont dans le champ. C'est tout. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi tu as vu ces hommes et tu n'as pas vu la femme qui était à côté, la voiture qui était derrière. Voilà. Mais moi, j'invite seulement les gens à ouvrir les yeux, prendre les informations, se questionner. S'ils ont peur dans leurs rêves, vous pouvez vous pouvez poser l'intention de demander en rêve qui sont ces personnes. C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un qui te fait peur, même une forme qui te fait peur, et tu lui dis « Qui es-tu » Et souvent, la personne change de forme, il ne fait plus si peur que ça. La chose va changer de forme et va prendre une forme intelligible pour vous. Donc ça peut être votre grand-mère, ça peut être votre ex, ça peut être, je sais pas, ce qui vous travaille en tout cas. Et vous allez avoir un indice très clair, ça sera plus sous la forme d'un symbole. Alors il y a plusieurs types de rêves. Il y a les rêves où on va refouler quelque chose. Et ça, c'est Freud qui en parlait, qui disait que le rêve apparaît toujours sous forme de symbole. Donc les informations ne sont pas directement données. Parce que c'est tellement dur pour le psychisme, donc on utilise des symboles. Le symbole, ça peut être un clown, ça peut être une table, et en fait, ça représente quelque chose d'autre pour nous. Finalement, en thérapie, en tirant le fil, on fait des regroupements de souvenirs, des associations d'idées, et puis on arrive à voir l'idée qui est derrière. Après, il y a le rêve aussi qui est créatif, qui vient te faire le lien entre plusieurs choses que tu dois comprendre, qui vient te donner des informations, qui permet de... Jung disait relier en fait des énergies qui sont opposées. Le yin, le yang, la force, la douceur. Et des fois, en fait, dans notre état conscient, on n'arrive pas à faire ces liens. Et le rêve, c'est un espace créatif qui permet de faire ça si on se laisse aller. Il n'y a pas de peur à avoir, en fait. On ne va pas mourir dans nos rêves, c'est pas dangereux de rêver. Ensuite, il y a des rêves, effectivement, où on va se faire attaquer spirituellement. Et pour moi, ça, c'est un autre type de rêve. Je dirais même pas que c'est un rêve, c'est qu'on est dans un autre espace-temps ou un espace spirituel où on rencontre d'autres êtres. C'est-à-dire que toi et moi, on peut se rencontrer en rêve, et puis on règle nos comptes, sauf qu'il y a quelqu'un dans cet espace qui est plus ou moins au courant, et puis l'autre ne le sait pas vraiment, tu vois. Moi, ça m'est déjà arrivé, je le raconte dans les podcasts. Là aussi, il n'y a pas non plus de peur à avoir, il faut juste être conscient de ça, et puis jamais lâcher. Donc, ces rêves, ils peuvent prendre la forme de quelqu'un qui essaie de rentrer chez vous, qui vous demande quelque chose, qui essaie
de rentrer par intrusion dans un espace où vous êtes. Souvent, ça peut se passer comme ça. Les rêves où on a quelqu'un qui nous poursuit, etc., souvent, c'est juste des rêves de peur. Et c'est pas si grave que ça. L'inconscient essaie de nous dire quelque chose, mais voilà. Donc, on peut aussi appréhender le rêve avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'accueil, Mais je vous invite à juste essayer déjà de vous rappeler de vos rêves et de voir quel est le ressenti que vous avez. Et puis après, il y a des rêves où, bien sûr, vous allez canaliser des messages quand vous faites des prières, et là, vous allez avoir des ressentis qui sont différents. Donc peut-être, c'est une bonne indication. Quel est le ressenti que vous avez en vous réveillant? Est-ce que c'est un rêve de peur? Et là, c'est aussi ok, on en a plein des rêves de peur. Hein. Moi, des fois, il y a des rêves, je me dis, ah oui, ça j'en ai parlé avec mon thérapeute, typiquement, là c'est un rêve un peu freudien où je refoule quelque chose, ou voilà. Puis il y a des rêves, c'est pas du tout ça. Mais les ressentis sont complètement différents. Le rêve vient soulager notre inconscient, qui des fois est saturé, ou sinon nous donner des informations. Mais c'est pas notre ennemi. C'est un allié qui est assez accessible pour tout le monde. Et quand on l'appréhende comme ça, on lie en fait une relation presque d'amitié au lieu d'avoir peur du rêve et de s'endormir, je pense. On se prive de beaucoup de choses à cause de cette peur là justement, des fois un peu irrationnelle. Il y a une phrase que je rencontre beaucoup là dans les livres d'introduction sur les rêves lucides, notamment de Idriss Shah, qui est un écrivain britannique de confession soufie, et qui dit « Les personnes pensent qu'elles sont vivantes, or elles sont dans la salle d'attente de la vie ». Qu'est-ce que tu penses de cette phrase ? Ouais, la salle d'attente de la vie, ça me parle beaucoup. Je pense que j'ai déjà utilisé cette expression sans savoir que ça venait de lui. Oui, parce qu'en fait, on nous a élevés avec une sorte de formatage, on nous a élevés avec, en tout cas dans la plupart des gens que je vois, et puis je te fais part de ma propre expérience, avec une énergie de peur de l'inconnu, et d'être dans des choses qui sont très matérielles, qu'on peut toucher, qu'on peut contrôler. Mais dès que ça devient immatériel, qu'on ne le voit pas, qu'on ne peut pas le contrôler, c'est diabolisé. Et finalement, quand on découvre d'autres cultures, je parlais pour la mienne, qui est la culture camerounaise et la culture réunionnaise, où à la fois il y a des chrétiens, mais à la fois il y a des cultures qui sont très animistes en fait, où il y a des cultes des ancêtres, où la forêt est vivante, où tout est vivant, et on apprend en fait à dialoguer avec l'invisible. Tout est normal en fait pour eux, et c'est beaucoup plus riche. Donc on n'est plus dans cette attente de je dois attendre quelque chose de matériel pour réussir ma vie, pour penser que tout est ok. Non. Donc j'ouvre le champ des possibles finalement. Et pour moi c'est ça aussi la salle d'attente de la vie, c'est croire que tout s'arrête à ce qu'on voit, alors qu'en fait ce n'est qu'un petit point dans l'océan. Et si je pense que le petit point dans l'océan c'est le monde, alors qu'en fait je suis dans l'océan, il y a plein de choses que je n'explore pas. Et c'est une sorte de prison ou de mort, je sais pas, ou de salle d'attente de la vie. Aujourd'hui, t'en es où par rapport à toutes tes pratiques et les endroits où tu as envie d'aller, d'explorer ? Alors je ne saurais pas te dire où j'en suis, parce que ça voudrait dire que je sais exactement où je vais, mais en fait je ne sais pas où je vais. J'essaie de rester dans le plan que Dieu a fait pour moi, donc je lui demande tous les jours de me guider, de rester dans la lumière, d'accompagner les gens. Quand je vois les personnes qui avancent sur leur chemin de guérison, forcément ça me réchauffe le cœur, je sais pourquoi je contribue à ça, je sais pourquoi je fais ce que je fais tous les jours, le podcast, les accompagnements pro, etc. Ensuite, dans l'exploration de ma vie, je le fais au quotidien, je me dis juste, moi je suis là pour kiffer, pour expérimenter, et je suis peut-être à 1% de mes capacités, donc j'ai hâte de vivre et de voir où j'en serai dans 1 an, 10 ans, je suis incapable de te le dire. Incapable. Et en même temps, j'ai pas forcément envie de savoir. Tu vois ? J'ai des potes qui sont clairvoyants dans le sens des médiums, hein, tu vois, qui peuvent avoir des informations très techniques, etc. Je ne veux pas aller forcément les consulter. Tu vois ? Moi, je me suis fait à moi-même une consultation d'Anna Akashique
il y a 1 an, je suis en train de déployer déjà toute la vision que j'ai vue, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'avoir trop de certitude, parce que j'ai l'impression que ça enferme et ça enlève le pouvoir que j'ai sur ma propre vie. Donc je trouve que c'est sympa aussi de ne pas savoir ce qui va se passer. Si tu m'avais dit je vais me former à l'hypnose spirituelle, je vais parler à des entités, je vais capter des informations dans l'invisible, je vais les donner aux gens, putain, je sais pas si j'y serais allée, quoi. Franchement, je te dis la vérité. Donc des fois, c'est mieux de pas savoir. Et pourtant, je suis pas mal aujourd'hui, en fait. Tu vois ? Mais je pense que mon niveau de conscience à ce moment-là, quand j'hésitais, il n'était pas prêt. Je continue à explorer. Le remote viewing, la vision à distance, je vais continuer le niveau 3 qui me permettra d'être encore plus précis sur les dates. J'explore aussi toutes les techniques somatiques de danse par rapport à la guérison, que je fais déjà en thérapie holistique. Mais j'explore en fait des méthodes qui viennent de plein d'endroits. Je continue à me former en permanence pour moi et aussi pour mon activité pro. Donc tu vois, je suis en constant apprentissage et en constant chemin de guérison aussi pour moi-même. Dans mes paliers de thérapie personnelle, dans les problématiques que j'ai à résoudre, et j'avance. Et voilà, je suis une Dora l'exploratrice en fait. Un immense merci à Edmé. Si vous souhaitez en savoir plus sur son travail, retrouvez les liens en description et régalez-vous. Merci à Radio Galère, à Tito et à Julien pour la musique originale. Merci pour votre écoute et rendez-vous le mois prochain avec une nouvelle rencontre inspirante. Les rêveuses. Les rêveuses. Podcast.